quand même que je ressemble à ma mère, hein. Mais Si. Et de plus en plus, à chaque fois que je vois ma tronche en ce moment, tu vois, je me dis, oh putain, on dirait ma mère. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du dernier roman de Philippe Génada, La désinvolture est une bien belle chose. Mais avant de commencer, je vous mets une petite page de pub pour le magazine littéraire que j'ai créé l'an dernier, le second numéro qui est sorti récemment, et qui, comme par hasard, propose une interview de Philippe Génada. Chini, le super magazine littéraire. Avec de nombreux dossiers, l'état actuel de la critique littéraire, le purple washing dans les librairies, ou la droitisation du milieu éditorial français. Chini, viens lire, c'est le début du bonheur. Avec Michel Simès. De quoi parle La désinvolture est une bien belle chose? Alors, pour ceux qui connaissent Philippe Génada et qui s'intéressent justement aux enquêtes qu'il fait, où il reprend souvent un fait divers pour le confronter à leur traitement médiatique de l'époque, à la condamnation, et finalement qui sont des sortes de cartes postales d'une certaine période donnée, quoi, ben, c'est un peu cette recette-là, sauf qu'il n'y a pas ici vraiment de condamnation puisqu'il n'y a pas vraiment de crime, et ça va être plutôt au suicide d'une jeune femme qui va s'intéresser. Donc dans ce roman-là, il va s'intéresser au destin de Jacqueline Harispe, dite Kaki, qui était une sorte de muse ou de figure de un groupe qu'on appelait les Moineaux, qui était vers le quartier de Saint-Germain-des-Prés, qui était vraiment le contraire de l'image qu'on se faisait de la jeunesse de Saint-Germain-des-Prés, puisque c'était vraiment une sorte de contre-culture qui se rassemble autour de la figure de Guy Debord, même si c'est pas lui vraiment, il n'y a pas vraiment de leader dans leur groupe, et qui traîne un mal de vivre, une sorte de... J'ai pensé parfois au livre, comment il s'appelle, de Salinger, L'Attrape-Cœur, une sorte de fin d'adolescence dure, mélancolique, et donc Génada va essayer d'expliquer pourquoi ce mal de vivre et pourquoi la mort de cette jeune fille qui est donc tombée, on ne sait pas au départ si c'est accidentel ou un crime, de plusieurs étages, 10 mètres 47 précisément, nous apprendra Génada à la fin du roman. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Comme souvent avec Génada, c'est un livre que j'aime, que je recommande, qui est plus court que ces derniers, enfin peut-être pas que le tout dernier, mais que par exemple la petite femelle qui est un vrai mastodonte. Pour cette raison, peut-être que je le recommanderais à ceux qui ne connaissent pas Génada pour avoir une sorte d'entrée en matière avant d'attaquer les pièces de maître que sont justement la petite femelle, la serpe ou Au printemps des monstres par exemple. Je sais plus, dans l'interview, il disait que c'était lui ou son éditeur ou sa mère qui disait qu'il était important de couper avec sa vie personnelle les enquêtes qu'il fait, puisque c'est souvent sur des destins qui sont assez sombres, qui sont assez déprimants si on les lisait comme ça sans avoir un contrepoint un peu plus humoristique, on va dire. Et dans celui-ci, c'est peut-être encore plus visible que dans les autres, puisque en même temps de cette enquête, en même temps que la rédaction de ce roman, il va entreprendre un voyage de la France par ses bords. Il va donc traverser toute la côte atlantique, puis passer par les Pyrénées, enfin bon bref, vous connaissez la France. Et je pense qu'il faudrait mettre ça en parallèle en fait, parce que à l'intrigue, donc à ce destin de jeune fille qui a été fauchée en plein vol. Parce que en plus finalement de la mort d'une jeune fille, on a l'impression que, peut-être plus encore que ces autres, c'est une enquête sur une France qui n'est plus, un Paris qui n'est plus, mais aussi une sorte d'art de vivre avec les petits bistrots, l'ambiance très particulière finalement des années 50, et qui est confronté finalement à cette France maintenant qu'il traverse, moderne, quoi, contemporaine. Enfin, c'est surtout à la fin, je dirais, où il va vraiment aller comme une sorte de pèlerinage sur les lieux qu'ont traversé, qu'ont connu les Moineaux, et on voit à quel point Paris a changé, à quel point il a été vidé justement de toutes ces figures que sont les Parisiens, quoi. Pour être remplacé par des touristes ou des lieux, j'ai envie de dire, qui sont totalement globalisés, quoi, comme des KFC ou des Burger King, je crois, précisément. L'extrême noirceur et obscurité, finalement, du passé, mais qui avait une sorte de noirceur positive, c'est pas ces petits lieux un peu confinés et très intimes, se voit comparé finalement à ces lieux extrêmement éclairés et cliniques presque, que sont justement les fast-food et les, je sais pas moi, les enseignes de fast fashion ou ce genre-là, qui n'ont plus aucune personnalité, quoi. Et donc je pense que c'est pour ça finalement qu'on peut voir le lien, je pense que c'est un peu confus parce que j'ai pas pris de notes, mais bon bref, on peut voir le lien justement entre l'enquête et ce voyage. Dans deux, justement tout à l'heure je parlais de cartes postales, dans deux photos à deux époques données de la France, et montrer comment elle a changé, comment elle a muté, mais pas forcément pour le mieux, quoi.
tout en même temps, on pourrait se dire oui, mais dans ce cas-là, c'est un peu passéiste ou nostalgique ou ce genre de choses. Non, en même temps, ça montre aussi comment ça a évolué au niveau de la société positivement. Par exemple, comme toujours avec Gennada, quand il va s'intéresser au destin de jeunes femmes, on voit comment la société de l'époque, des années 50, était très coercitive avec les jeunes femmes qui ne voulaient pas correspondre au statut de la femme tel qu'on l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire la petite ménagère. On voit que dès qu'il y a une déviation, dès que les jeunes filles ne vivent pas maritalement, comme ils disent d'une manière très féministique, avec les jeunes hommes avec qui elles sortent, elles sont enfermées quasiment dans des prisons, emprisonnées, où on leur demande vraiment de répondre de leurs actes, ce qui aujourd'hui paraîtrait totalement absurde. Et rien que pour ça, je trouve qu'à chaque fois, il arrive, je pense que je le disais déjà dans ma critique l'an dernier de La Petite Femelle, à reconstituer une époque, à reconstituer aussi un groupe de gens, leur manière d'être. Les moineaux, en fait, c'est une sorte de contre-culture avant l'heure, de jeunes qui se vivent comme n'ayant pas de futur, ne voulant pas s'adapter à la société de l'époque. Et on va voir en fait comment cette non-adaptation va se traduire après dans leur vie, qui vont pour la plupart être plutôt justement comme celle de Kaki, coupée en plein vol. Ça montre comment les inadaptés de la vie, finalement, il est difficile pour eux de survivre, quoi. Il est difficile pour eux de vivre dans une société qui ne veut pas d'eux. Et le titre, donc, qui est « La désinvolture est une bien belle chose », et à lire, enfin c'est tiré d'une citation dans le livre, mais et à lire selon moi comme une sorte d'aveu d'échec ou de presque le contraire de finalement la vie qu'ils ont eue ces moineaux, puisque on voit comment finalement une vie désinvolte qui devrait être légère les a alourdis jusqu'à les tirer. La pesanteur du monde va attirer vraiment le personnage de Kaki, on va dire ça comme ça quoi. C'est comme une sorte de regret sur ce qu'est la jeunesse, sur ce que devrait être la jeunesse et sur ce qu'elle n'a pas été, je pense. On devrait le lire comme le contraire finalement de ce qu'il dit, quoi. Comme un regret, quoi. La seule petite remarque que je pourrais faire, c'est concernant justement le personnage de Kaki, mais peut-être que c'est en raison de sa personnalité, le fait elle reste finalement fantomatique, elle reste assez volatile. J'ai du mal, contrairement par exemple à Pauline Dubuisson ou les autres personnages auxquels il s'est intéressé, à avoir une vision claire de sa personnalité, de qui elle était. Elle est comme une sorte de phare dans le livre, puisqu'on sait que c'est le but finalement, c'est d'atterrir jusqu'à la scène de sa mort. Comme il le montre de son vivant, elle est là sans être là, et elle est insaisissable, quoi. On a vraiment du mal. À un moment, je crois qu'il dit qu'elle a un regard insondable ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il parle d'une autre de ces jeunes filles, parce qu'elles se ressemblent un peu. Et on n'arrive jamais à savoir exactement quels étaient ses buts, et je pense que peut-être que c'est aussi une force du livre de ne pas essayer à tout prix de combler les creux ou les manques ou les interrogations de Gennada sur le sujet, quoi. Mais ça peut être un peu frustrant, surtout qu'on se dit le thème du livre c'est quand même sa mort, et on commence à s'attaquer donc à ça que vers la page 400 je crois, sur 482 pages. Après je pense que c'est quelque chose qui est habituel à peu près avec Gennada, je crois que je me plante à chaque fois quand je le prononce. Mais c'est vrai que d'habitude ces livres font peut-être 300 pages de plus, donc là j'ai l'impression, souvent en fait ça, on va dire la manière dont il fonctionne, c'est il part de la scène de meurtre, de crime, du sujet du livre, et il va montrer comment les médias par exemple en parlaient, quelle était l'image fausse qu'on se faisait à propos de ce personnage, pour après avec ses recherches, peut-être à l'aide de la littérature aussi, essayer de montrer à quel point les gens se sont trompés à l'époque, à quel point ils étaient biaisés par justement les jugements moraux, etc. etc. Et finalement, c'est ça qui va donner la chair au personnage, qui va l'incarner. C'est cette confrontation entre à la fois ce qu'on attend d'eux à l'époque, et donc le fait que souvent ils n'y correspondaient pas, donc ils se font insulter ou ils se font salir par la presse, et en même temps, quel type de personnes ils étaient vraiment dans l'intimité, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'était peut-être ce qui manquait, cette double confrontation. C'est ce qu'il fait, mais il me semble de manière un peu moins peut-être approfondie que d'habitude. À la fin du livre, bien sûr, souvent il réussit bien ses fins, donc on est triste ou bouleversé, ça dépend de votre personnalité, quoi. Et pourtant, j'avais après, une fois la tristesse passée, une sorte de goût de reviens-y, quoi. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur Kaki, quoi. Et voilà, c'est peut-être le reproche que je pourrais faire ou ce que je pourrais regretter. Je pense que pour ceux
que ça intéresse, ça pourrait être une bonne idée d'acheter en même temps parallèlement le livre dont il parle souvent, un livre de photographie auquel il se réfère souvent, qui s'appelle Love on the Left Bank, je crois, de mémoire, d'un photographe qui a suivi justement ce groupe des petits moineaux, non, des moineaux tout court, mais bon, bref. Et ce qu'il fait souvent, c'est de vraiment... c'est pour ça que moi, quand je le lis, il m'arrive en même temps d'être sur l'ordinateur pour regarder les personnes, parce qu'il décrit certaines photos avec beaucoup de précision, et c'est intéressant justement d'avoir le matériel en face des yeux, quoi, pour ressentir vraiment ce qu'il a ressenti, quoi. Je le sentais, peut-être que moi, ça m'avait manqué lors de la lecture, peut-être quelques photos. Après, je t'imagine que c'est une question de droit aussi, puisque c'est un photographe, c'est un artiste, donc bon, bref. Donc voilà, un roman encore que je vous recommande. Le prochain, ce sera Abel Quentin, Cabane, que j'ai commencé, qui pour l'instant ne me convainc pas beaucoup. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.